Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce webinaire que nous organisons dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. L'objet de ces 45 minutes que nous allons passer ensemble, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la santé mentale sans oser le demander. Alors, pourquoi ce nom de webinaire? C'est parce que voilà, c'est aujourd'hui un sujet encore abordé à voix basse avec des tabous. Il me semblait important de mettre la lumière dessus. Et je suis ravie d'animer ce webinaire avec Géraldine et Christophe que je vais vous présenter. Donc moi, je suis Estelle Bocquet, je suis directrice associée au sein du cabinet Arthur Hunt Leadership Talent Transformation. Et je suis accompagnée donc de Christophe Desproges, qui est cofondateur du club des burn-outés et bienveilleurs, qui parlera de son expérience tout à l'heure. Et j'ai également Géraldine Profit, donc psychologue du travail au sein de notre équipe, qui prendra la parole et évoquera et définira avec nous la santé mentale. Avant de commencer, peut-être vous dire qui on est. Donc, on a un cabinet RH spécialisé dans l'accompagnement de nos clients sur toutes les transformations organisationnelles et humaines. Et c'est à ce titre-là aussi qu'on a tiré expérience de l'importance de la santé mentale, mais également du fait que finalement vivre une performance durable, inclusive et qui met en place des conditions de travail adaptées, ça permet d'avoir des leviers à la fois efficaces de transformation et de créer des environnements de travail, je dirais, tout à fait capacitants. Donc, on a 40 minutes à passer ensemble. Donc, on va pouvoir à la fois définir la santé mentale, pouvoir aussi évoquer et illustrer la santé mentale avec l'expérience de vie de Christophe. On va pouvoir également parler de tout ce qui est levier d'action individuel et collectif. On oublie souvent le collectif et on reporte souvent l'individu. Ce n'est pas qu'un sujet d'individu. Et on gardera à la fin des questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat qui se trouve en haut à gauche chez moi. Je ne sais pas si c'est vous, c'est pareil. En tout cas, dans la conversation, dans les questions-réponses. Pour démarrer, Géraldine. Donc, c'est l'année, j'espère, de la santé mentale. Alors, on l'espère, mais bon, avec les effets politiques, un peu moins que ce qu'on avait imaginé. Mais malgré tout, est-ce que tu pourrais nous définir le sujet? Oui, alors merci Estelle pour l'intro. Alors pour répondre à ta question, je te propose qu'on parte déjà de la définition la plus universelle qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Si on commence déjà par la santé au sens large, l'OMS la définit comme un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition, elle est assez importante parce qu'elle pose déjà l'idée que la santé, c'est pas seulement ne pas être malade et que c'est avant tout un équilibre global entre le corps, la tête et puis le lien aux autres. Ensuite, si on parle de santé mentale, l'OMS la définit, en tout cas la décrit comme un état de bien-être qui permet à chacun de se réaliser, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler de manière productive et de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il s'agit de capacités d'adaptation, de sens et d'équilibre. Et que la santé mentale, elle n'est pas réservée à certains profils ou à ceux qui traversent des troubles. En gros, c'est une composante universelle de la santé qui nous concerne tous et qui permet aussi de travailler. Et enfin, la dernière définition qu'on a voulu mettre en avant, c'est aussi le fait que l'OMS donne une définition des problèmes de santé mentale. Ces derniers, ils peuvent aller de la détresse psychique à des troubles plus installés, mais en aucun cas, l'OMS ne les réduit à une pathologie. Du coup, ça regroupe aussi toutes les situations où le quotidien, le travail ou les relations même deviennent difficiles à gérer. Donc, pour résumer, on a tous et toutes une santé mentale et elle fait partie intégrante de notre santé globale. Alors, si je poursuis ce que je viens de dire, on comprend bien que la santé mentale, c'est pas une étiquette, c'est pas binaire et elle est jamais figée. On fluctue selon les périodes de vie, les contextes et aussi les soutiens qu'on trouve autour de nous. On a souvent tendance à penser qu'il y aurait deux catégories en santé mentale, soit ça va, soit ça ne va pas. En réalité, la santé mentale, c'est plutôt un continuum, c'est plutôt un mouvement permanent. Au final, on se situe tous quelque part sur cette ligne qui va du bien-être
au mal-être, jusqu'à des troubles plus installés, puis au rétablissement aussi. Donc, on ne reste pas figé à une seule place, on avance, on recule, on oscille et parfois même plusieurs fois dans une même journée. C'est ça qui est important aussi à retenir. Alors là, ce que je vous ai projeté à l'écran, c'est un extrait, en tout cas l'image de la boussole de la santé mentale qui est proposée par Psycom. Psycom, c'est un site d'information sur la santé mentale. Et donc la boussole, elle illustre très bien à quel point notre état, il dépend à la fois de nos émotions, de nos ressources internes du moment, de notre environnement et du soutien qu'on trouve autour de soi. Là, l'image est figée, mais c'est un petit clip vidéo qui dure 2-3 minutes que je vous conseille d'aller regarder. Ce modèle, il aide à comprendre qu'il n'y a pas de frontière entre le ça va et le ça ne va pas. Chacun peut passer d'un état à un autre selon les moments de vie, les difficultés qu'il rencontre et aussi les appuis qu'il a. Et puis aussi, il y a une notion de durée qui rentre en jeu. L'idée clé derrière cette boussole et derrière toutes ces explications, c'est que tout le monde a une santé mentale, qu'elle fluctue en permanence et que du coup, ben, c'est utile d'en parler avant que ça n'aille plus. Parce qu'au final, parler de santé mentale, c'est pas parler uniquement de troubles ou de maladies, c'est aussi parler ben, de la qualité de notre équilibre psychique au quotidien, que ce soit au travail ou ailleurs. Alors, avant de te laisser la parole, Estelle, pour donner un peu de perspective à ce qu'on vient déjà de voir, alors, quelques chiffres clés. En France, on a près de 13 millions de personnes qui présentent chaque année un trouble psychique et environ 3 millions qui vivent avec des troubles sévères et durables. Ces chiffres, ils sont hyper importants parce qu'ils montrent bien que la santé mentale, c'est pas un sujet marginal. Ça concerne une part importante de la population. Et puis, on voit bien que les troubles sévères et durables, ils ne représentent même pas un quart des troubles psychiques. Donc, après, si on regarde plus largement, on a plus d'un Français sur deux qui déclarent avoir déjà ressenti une souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. Et malgré cette réalité, eh ben, la santé mentale, ça reste toujours un sujet tabou. On a quand même 7 Français sur 10 qui considèrent encore qu'on n'en parle pas librement. Et un petit chiffre à l'échelle mondiale, l'OMS estime que les troubles anxieux touchent environ 4,4% de la population et pour la dépression, on se rapproche des 6%. Donc ces chiffres, ils traduisent bien à quel point la santé mentale, elle fait partie vraiment intégrante de notre santé globale et puis ben, qu'elle peut évoluer, se renforcer, se fragiliser aussi selon les moments de vie. C'est Géraldine. Donc, on en a tous une, elle est concomitante à notre santé physique. D'ailleurs, elle se parle probablement aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que là, on parle plutôt de la dimension personnelle, en tout cas, on n'imagine pas les répercussions en emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, parler santé mentale, c'est possible? Oui, tout à fait. Alors, avant d'expliquer pourquoi c'est important d'en parler, je te propose encore quelques chiffres clés, cette fois sur la santé mentale et le travail. Avec ces chiffres, ben, on va voir directement à quel point la santé mentale et le travail ils sont intimement liés. Par exemple, aujourd'hui, on a un salarié sur 4 en France qui se déclare en mauvaise santé mentale et près d'un actif sur 2 qui estime que son travail a un impact négatif sur son équilibre psychique. Alors, ce sont des chiffres assez parlants puisqu'ils traduisent vraiment le poids du travail dans la santé globale des individus. Du coup, du côté des troubles psychiques, on sait aussi, alors c'est des chiffres qui sont issus de l'OMS, on sait aussi qu'ils représentent déjà 25% des arrêts maladie de longue durée et que les maladies psychiques d'origine professionnelle ont encore augmenté en 2023 de 25%. Après, si on élargit au niveau mondial, là, on est sur une estimation de 12 milliards de jours de travail perdus chaque année à cause de la dépression et de l'anxiété seulement, hein. Voilà, donc déjà, on va dire qu'au-delà de l'enjeu individuel, c'est avant tout un enjeu aussi collectif et organisationnel. La façon, ce qui est important de se rappeler, c'est que la façon dont on travaille, dont on manage, dont on soutient les équipes aussi, ça va avoir un impact direct sur la santé mentale des collaborateurs. Et c'est pour ça qu'en parler dans le monde professionnel, c'est essentiel. Il faut rappeler que le travail, ça peut être un puissant facteur de santé à condition que les conditions soient réunies, c'est-à-dire que
que ce soit équilibré, soutenant et porteur de sens. Alors maintenant, je réponds à la première partie de ta question. Pourquoi en parler et comment en parler aussi. Ce qui est important déjà de remettre en perspective, c'est que la santé mentale, ça ne dépend pas que d'un seul facteur. C'est tout un ensemble de facteurs qui vont venir interagir ensemble et en permanence en plus. On va avoir d'un côté les facteurs individuels. Donc là, c'est par exemple la santé physique, la gestion du stress, l'estime de soi, la confiance en ses propres capacités aussi, d'adaptation par exemple. Ensuite, on a les facteurs environnementaux, relationnels et sociaux. Donc là, c'est plutôt la qualité du lien avec les proches, les collègues, le sentiment d'appartenance, le soutien. Et on a tout ce qui va être facteurs environnementaux au sens large. Là-dedans, on regroupe tout ce qui est logement, sécurité, ressources financières, l'accès aux soins, à la nature aussi. Et dans ces dernières familles de facteurs, donc relationnels et environnementaux, on retrouve différents facteurs liés au travail, sur lesquels les organisations, elles peuvent vraiment agir. Alors, si je prends l'OMS, mais on peut prendre aussi l'INRS pour ne citer que, les principaux risques pour la santé mentale au travail, ça se résume en quelques points. C'est la charge de travail excessive ou mal répartie, le manque d'autonomie ou de contrôle, les objectifs flous ou contradictoires, les relations de travail dégradées, le manque de reconnaissance, et puis évidemment les environnements où il y a du harcèlement, de la discrimination, de l'isolement. Ces facteurs-là, ils peuvent fragiliser les individus. Par contre, ce n'est pas une fatalité. Ces mêmes leviers, s'ils sont bien mobilisés, ils peuvent devenir vraiment source de santé. Et c'est là, du coup, tout l'enjeu de la prévention au travail, au final, c'est comprendre que le contexte professionnel peut être un facteur de risque ou un levier de santé mentale. Et donc, pour conclure, je rappelle que aussi, c'est précisément pour ça que le Code du travail prévoit une obligation de prévention des risques professionnels, y compris des risques psychosociaux. Et en l'occurrence, l'employeur, il a pour devoir d'évaluer, de prévenir et d'adapter l'organisation pour protéger la santé physique et psychique des salariés. Merci Géraldine. Alors, on voit bien c'est tridimensionnel et que effectivement, il y a toujours un facteur individuel, mais le facteur collectif est important et donc il permet aussi d'agir à différents niveaux et ça permet à chacun à la fois d'être agissant, mais aussi de ne pas se cacher, je dirais, pour les organisations ou les collectifs, je dirais, derrière l'individu. Et c'est sûr que ça, c'est un point important, d'autant que, il peut y avoir des facteurs un peu aggravants avec des personnes qui vont accumuler un certain nombre de difficultés qui vont les rendre fragilisées dans l'environnement. Merci en tout cas pour avoir posé ce décor. Est-ce que, Christophe, toi qui as vécu un burn-out il y a quelques années, qui t'a probablement fait découvrir cette santé mentale qui peut-être que tu ne connaissais pas, je sais pas, tu veux nous parler de ton expérience. Dans quel environnement tu travaillais à l'époque et à quoi ressemblait ton quotidien peut-être avant que tu bascules dans cette situation? Alors moi, c'est effectivement, ça date de 2016, donc ça commence à faire un certain temps. À une époque où on n'en parlait pas, déjà, et on parlait encore moins de santé mentale. Est-ce que ça a été effectivement mes premiers pas dans la santé mentale et dans la connaissance de la santé mentale? Absolument. Et malheureusement, comme beaucoup de personnes, c'est quand on a ces troubles psychiques ou burn-out, etc., qu'on s'y intéresse. Il faut bien comprendre aussi qu'évidemment que le burn-out n'est qu'un pendant des troubles psychiques et de la santé mentale. C'est aussi pour ça que, par exemple, que moi, je me suis formé plus tard en formation de premier secours de santé mentale pour comprendre les autres troubles psychiques. Ça, c'est très, très important. Alors moi, à l'époque, c'était très simple. J'avais une carrière plutôt linéaire qui se passait très bien. Je me réfère à ce que disait Géraldine, j'avais par exemple beaucoup de reconnaissance dans mon travail. Tout était à peu près ouvert. Et puis j'ai eu un changement de manager, d'organisation forcée suite à une restructuration et un management qui est devenu vraiment différent où j'étais avant capacitant et puis là je me suis retrouvé avec un management toxique, limite en micromanagement. Ça a été très rapide. Ok. Et, euh, et comment tu as commencé à sentir que quelque chose n'allait pas ou est-ce que tu as Alors, mis des mots dessus?
Alors, j'ai pas mis des mots dessus, hein, évidemment. On est dans le déni dans ces cas-là. J'ai commencé à voir justement, je crois que c'est celle qui en parlait tout à l'heure, hein, le corps et l'esprit évidemment se parlent. Donc mon corps m'a parlé, mais je l'ai ignoré. Donc comme beaucoup, j'ai eu ce que j'ai compris ensuite comme étant ce qu'on appelle des signaux faibles. Alors moi j'en ai quelques-uns. J'ai commencé à avoir des problèmes non pas d'endormissement, mais des problèmes d'insomnie, hein, toutes les nuits. Donc 3-4 heures du mat, c'est à peu près l'heure classique. Et puis à partir de ce moment-là, évidemment, comme le cerveau se met en marche, hein, commence à anticiper la réunion du lendemain, le mail à envoyer, etc., etc. J'ai commencé à avoir des problèmes d'irritation, hein, au travail, donc je commençais à pas être un collègue super sympa, pour faire très simple. On voyait balader un petit peu tout le monde. Malheureusement, comme la frontière est vraiment ténue, j'ai commencé à faire la même chose à la maison. Et j'en suis pas fier, mais je pouvais pas le contrôler. J'ai commencé à avoir des maux divers, hein, des maux de ventre notamment. Alors ça, c'est assez courant. J'ai eu des problèmes de dos, ce qui est évidemment courant, des problèmes au niveau du cou, encore une fois, c'est toujours courant, etc. Et moi, comme j'ai des problèmes au niveau des ORL depuis tout petit, et aujourd'hui j'ai même une RQTH pour surdité, mes problèmes ont empiré en fait. J'ai eu de la pression de plus en plus dans les oreilles, ce qui a généré même une opération derrière. Donc voilà, j'ai eu une continuité en fait de signaux que mon corps m'envoyait et que je n'ai évidemment pas écouté. Et qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, on a dit stop, le corps a dit stop, peut-être? Euh, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau. Hein, j'ai un ami qui s'appelle Adrien Chignard, je pense pas qu'il soit là aujourd'hui, qui est psy du boulot et qui a fait un super conte pour les enfants, d'ailleurs, que je conseille, hein, qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, ça faisait. Alors, à ce moment-là, c'était une époque où je voyageais beaucoup. En fait, toutes les semaines, je voyageais. Le sommeil était évidemment endommagé. J'avais une petite fille d'1 an, donc le sommeil, c'était pas forcément non plus facile à la maison, puis, comme tous les parents, hein. Et plusieurs fois, j'avais averti mon manager que je n'allais pas bien. Je l'avais prévenu et c'est quelqu'un que je ne voyais pas physiquement, hein, il était pas dans le même pays que moi. Je lui disais régulièrement que je me retrouvais à éteindre la caméra parce que j'étais en pleurs devant l'écran, etc. Et puis le grand classique, qui est toujours vrai, j'allais dire de l'époque, mais non, mais qui est toujours vrai. T'es un homme, ça ira mieux demain. Fais un gros dodo, ça ira mieux. Et puis, il y a eu un jour, concrètement, où je me suis retrouvé au même endroit qu'aujourd'hui, à la maison, à vouloir écrire un email. Et là, en fait, mon cerveau a refusé d'écrire cet email. C'est-à-dire que j'avais les doigts sur le clavier et j'ai pas réussi à le faire. Et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et c'était une journée importante pour moi parce que j'avais mon entretien en fait annuel avec ma N+2 ou N+3 à l'époque. Et c'est à ce moment-là, lors de la conversation avec cette personne 2-3 heures plus tard, où en fait, elle m'a posé une question toute bête, hein, comment ça va? Et j'ai éclaté en sanglots. Et là, c'était le point de non-retour. Ça s'est fini chez le médecin qui m'a dit comment ça va? J'ai explosé en sanglots et puis c'était le début vraiment du burn-out. Euh, je, je te remercie de ce témoignage parce que quand on a préparé, on t'avait posé une question d'ailleurs qui était ça nous avait surpris que tu témoignes en tant qu'homme, puisque le burn-out est quand même genré aujourd'hui dans l'esprit, dans l'inconscient collectif. Ouais, ça c'est intéressant. C'est alors effectivement, on estime qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont en burn-out que les hommes, notamment par la charge mentale, la charge familiale, etc. Ce qui est évidemment une vérité. Je pense qu'aussi que les hommes en parlent pas, hein, parce qu'il y a ce côté, on est quand même dans une société patriarcale, bien entendu. On n'a pas le droit d'exprimer nos vulnérabilités. Et d'ailleurs, le premier article que moi j'ai fait à l'époque avec ma copine Catherine Testas sur l'optimisme.com, c'était voilà le burn-out chez les hommes. Et parce que on en parlait, alors on parlait pas du burn-out tout court, mais on parlait encore Mm. évidemment moins du burn-out des hommes. Et même aujourd'hui, hein, il y a quand même pas beaucoup de garçons qui témoignent. Euh, c'est mieux, mais il en faut plus. Et donc après donc cette rupture, finalement, comment s'est passée ta reconstruction? Qu'est-ce qui t'a aidé à retrouver l'équilibre et l'énergie pour retourner au travail? Alors, malheureusement, on va être clair, les cachets, hein, déjà, les anxiolytiques, pour commencer. Et c'est pas grave, hein, ça, je crois que c'est un gros message aussi, hein, c'est pas grave de prendre des cachets de temps en temps, hein, enfin, ce type de cachet, même si je ne cache pas que on est dans un état vaseux, etc., mais ça fait partie de la reconstruction. Après, évidemment, beaucoup de sommeil. Alors, sommeil,
des siestes. En plus, c'était en plein été, donc je faisais canapé, canapé télé, canapé télé, canapé télé, aux grandes dames de ma femme, hein, qui ne comprenait pas, évidemment. Euh, Tout doucement, j'ai commencé à sortir de la maison parce qu'elle m'a un petit peu mis un petit coup de pied au derrière, pour être très poli. J'ai la chance d'habiter vraiment en bord de forêt, donc j'ai commencé à faire 5 minutes de marche. De toute façon, je n'avais pas vraiment l'énergie. Puis après, 10 minutes, etc., etc. Donc ça a été au fur et à mesure. J'étais pas quelqu'un qui aimait marcher. Et puis depuis, vous voyez, surprenamment, bah, j'ai appris à découvrir la marche et je peux plus m'en passer. Il y a eu quelque chose qui a été assez drôle, c'est que je suis pas quelqu'un de très manuel. Et par contre, j'ai eu ce besoin d'utiliser mes mains. Et ma femme était enchantée, par contre, parce que j'ai commencé à décaper tous les volets et à peindre tous mes volets. Alors, j'ai mis très très longtemps, parce qu'évidemment, j'avais quand même pas beaucoup d'énergie. Mais et pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, il y a ce besoin effectivement d'utiliser ses mains. Je pense que c'est nécessaire. Et puis, moi, quelque chose qui m'a fait du bien à moi, mais c'était ma méthode à moi, c'était la sophrologie. Moi, on m'a conseillé la sophrologie aussi pour mes problèmes ORL, etc. Et ça m'a fait un bien énorme. Ça m'a permis de me reconnecter, etc. Même si je me rappelle la première session, bah, c'était 45 minutes de pleurs pour 55 euros. J'exagère un petit peu, mais vraiment, et puis la sophrologue est devenue une amie, hein, sincèrement, parce que c'est une personne assez incroyable. Mais encore une fois, ça, c'était ce qui m'a fait du bien à moi, hein, c'est pas, il n'y a aucune injonction. Et puis après, surprenamment, à partir du moment où j'ai commencé à être en capacité cognitive de pouvoir, ne serait-ce que traîner un peu sur Internet, j'ai découvert ce fameux TED Talk de Brené Brown sur la vulnérabilité, qui est un des TED Talks les plus connus au monde. Et pour schématiser, et puis je le fais de façon très simple, elle explique effectivement, exprimer sa vulnérabilité, c'est en aucun cas une faiblesse, mais au contraire une force. Et à partir du moment où j'ai compris ça, eh ben, j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'en parle. Et moi, ça m'a fait un bien énorme. Et d'ailleurs, quelques années après, quand je suis devenu sourd, j'ai fait la même chose. Pour moi, il fallait que j'en parle pour me faire du bien. Et je sais qu'en me faisant du bien, je fais du bien aux autres. Donc ça, c'est très important. Et puis la famille, bien entendu. Et côté pro, qu'est-ce qui t'a permis de rebondir et de retourner au boulot? Alors, avant de penser au retour au boulot, mon manager à qui je n'ai pas parlé et qui ne savait pas que j'étais en burn-out, à un moment, il m'a envoyé quand même un message en me demandant est-ce que je souhaitais qu'il prenne des nouvelles régulièrement. Je lui ai dit non, tu me fous la paix. Ça a été assez radical. Euh, mais c'était bien malgré tout qu'il pose la question, hein, c'était plutôt pas mal. Il avait fait un truc sympa, il m'avait envoyé notamment, je me rappelle plus comment, quand, etc. Mais j'avais reçu un joli bouquet de fleurs, parce que moi je suis très jardinage, etc. Donc il m'avait envoyé un beau bouquet de fleurs qui m'avait touché. Mais voilà, moi j'ai coupé vraiment avec le monde du travail, à part une ou deux personnes qui ponctuellement m'ont contacté. Voilà, c'était des gens avec qui je travaillais et que j'appelle aujourd'hui des vrais amis, hein, parce que vous savez que dans les entreprises, on a beaucoup d'amis, mais dans des cas comme ça, on arrive à déterminer quels sont les vrais amis, et ils sont restés d'ailleurs. Mais voilà, moi, j'ai fait vraiment un gros écart par rapport au boulot. Et par contre, quand je suis revenu, là, mon manager qui était une des causes, hein, de mon burn-out, a quand même été très, très intelligent. Il s'est excusé la façon dont il m'avait managé en promettant de changer les choses. Et puis, on a fait en fait un deal qui était vraiment gagnant-gagnant, mais qui était son initiative et qui était pour moi indispensable. Il m'a dit, écoute, je suppose, je ne connais pas effectivement le burn-out parce qu'on n'en avait pas là à ce moment-là, je suppose qu'au niveau cognitif, tu n'es encore pas à 100%, ce qui était le cas, hein. J'étais revenu, mais j'étais de toute façon probablement pas prêt. Euh, il m'a dit, écoute, si tu es d'accord et seulement si tu es d'accord, à partir de maintenant, je vais t'enlever certaines tâches, notamment tes voyages, etc. Et le jour où tu commenceras à aller mieux, eh ben, tu commenceras à les réintégrer dans ta routine. Et en fait, je pense que le fait que je participe en fait à l'après avec lui, de commun accord, ça a été salutaire parce qu'évidemment, s'il m'avait dit, à partir de maintenant, tu fais plus ça, 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 je pense que je pouvais rappeler mon généraliste et puis repartir en arrêt. Et finalement, ça a abouti à la naissance d'un club, tout ça? Ouais, alors, donc 2016, donc mon burn-out, juin 2016, 7 juin 2016, on se rappelle toujours, hein.
de la date. Alors, pas de la date du burn-out, la date où on est tombé en burn-out, hein, parce qu'évidemment, ça commence des semaines ou des mois avant, bien entendu, parfois même des années, malheureusement. Euh, Ce que je dis rarement, mais c'est que janvier 2017, j'ai perdu mon job. Mais ça, c'est dans ces entreprises-là, voilà, il y a des réorganisations, etc. Donc, pendant 5 mois, je me suis retrouvé encore sur le carreau. Donc, ça a été compliqué, mais je suis resté dans l'entreprise. J'ai eu la chance de retrouver un boulot. Et puis, de mémoire, en 2018, j'ai commencé à publier sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur l'optimisme.com avec Catherine Testa. Un peu plus tard, j'ai passé encore une autre étape, c'est-à-dire que j'ai publié sur LinkedIn. Alors là, c'était évidemment, c'est encore autre chose puisqu'on s'expose finalement à tout le monde, avec les risques que ça occasionne aussi au niveau de sa carrière, très probablement. Hein, c'est une certitude, j'en ai l'intime conviction, mais pour moi, c'est pas grave. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai même concrètement envoyé ça à mon PDG de l'époque, en lui disant, voilà, témoignage d'une personne qui ne demande rien, mais qui veut juste témoigner. Et il m'a reçu. Et puis, on a fait à l'époque une première conférence sur le burn-out dans l'entreprise. Donc, c'était quelqu'un qui voilà, voulait porter le sujet. On n'a pas tout réglé, on va être clair, hein. Mais, et puis, évidemment, à partir de ce moment-là où je commençais à être un peu plus présent sur les réseaux, puis encore une fois, hein, on se remet dans le contexte, en 2018, il y avait très peu de personnes qui en parlaient. Les gens sont venus me poser des questions. Alors parfois, je passais 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone avec des gens. Je suis évidemment pas comme Géraldine, j'ai pas fait de psychologie, mais je connaissais un tout petit peu. Et puis jusqu'au jour où ça commençait d'une part à être chronophage. Mon meilleur ami, Marc, avec qui j'ai créé plus tard cette association, est tombé en burn-out, donc je l'ai accompagné. Et suite à nos 2 burn-out respectifs, entre guillemets, effectivement, on s'est dit, bon, écoutez, il va falloir qu'on se protège. Et d'ailleurs, c'était notre sophrologue qui nous a rappelé à l'heure, dit, protégez-vous les garçons, vous n'êtes pas formés, c'est pas votre métier. Donc, on a décidé de créer en fait une plateforme avec des podcasts où on se mettait en retrait en fait derrière le micro et puis à distance parce que c'était en mars 2020, donc de toute façon on était forcément à distance et on a donné la parole en fait aux personnes qui étaient sorties du burn-out. Depuis, on l'a élargi à des experts, des psychologues, etc., des médecins, etc., etc. Et puis ça a grandi, ça fait 5 ans et demi. Maintenant, on est une association qui a juste pour vocation en fait, de sensibiliser, briser le tabou. Alors aussi bien au webinaire, en conférence. On a eu la chance et l'opportunité de passer plusieurs fois à la télé aussi. On a eu un prix il y a quelques jours d'ailleurs, hein, le Trophée des aidants. Bravo. Ça, c'était un très beau moment. C'est l'association nationale de l'ordre du mérite, les membres de l'association qui nous ont remis ce trophée. Alors, le trophée, entre guillemets, on s'en fiche, mais c'est vraiment la symbolique derrière, de faire partie de cette famille des aidants. On est des pères aidants, hein, parce qu'évidemment, on a appris, etc. Et puis, on s'est formé depuis je l'ai dit tout à l'heure, hein, formation de premier secours santé mentale, parce que pour nous, il était indispensable de comprendre aussi ce que c'était que la dépression, ce que c'était que la schizophrénie, ce que c'était que la bipolarité, etc., etc. Et c'est des sujets dont on commence à parler de plus en plus, hein, surtout en 2025. Mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, et malheureusement, avec tous les changements politiques, il y a encore du boulot. On n'a pas encore les faits escomptés. Merci en tout cas, Christophe, pour ce témoignage. On voit bien qu'il y a plusieurs leviers finalement, à la fois individuels et collectifs, qu'on peut mobiliser. Il y a des bons comportements aussi, des comportements aidants que tu as identifiés. On va justement poursuivre sur cette question de prévenir et agir. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment aujourd'hui on pourrait tous se responsabiliser, s'engager à mieux faire sur la santé mentale. Donc peut-être Géraldine, toi qui travailles aujourd'hui dans les organisations, qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment on peut prendre soin de la santé mentale individuellement et collectivement, j'ai envie de dire. Ouais. La première chose déjà qui est assez importante, c'est de ne pas opposer l'individuel et le collectif. On a parfois tendance un peu à réduire la santé mentale à une question très personnelle, à dire que c'est une affaire de fragilité individuelle, ou il y a aussi au contraire ceux qui pensent que tout dépend de l'entreprise. En réalité, on est plutôt sur une responsabilité partagée parce que la santé mentale, au final, elle se construit dans l'interaction entre la personne et son environnement. Et d'ailleurs, c'est le message que les différentes institutions et professionnels de la santé essayent de faire passer. On parle vraiment d'un équilibre dynamique entre les ressources internes de l'individu et les contraintes externes auxquelles il est exposé.
Donc, en gros, si on veut agir de manière durable, il faut tenir ensemble ces deux dimensions-là. Côté individuel, ben, ça rejoint aussi un peu ce que disait Christophe, c'est que ben, chacun peut apprendre à mieux se connaître, à repérer les signaux faibles, à identifier ce qui le nourrit ou au contraire ce qui va épuiser son énergie psychique. Alors ça peut paraître simple, hein, dit comme ça, mais c'est une vraie compétence. On parle de repérer quand la fatigue devient un épuisement, de repérer quand la charge mentale déborde ou quand on commence aussi à se couper des autres. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le site de Psycom pour encore les citer. Ils ont développé un guide qui s'intitule Ce qu'on peut faire pour sa santé mentale. Et dedans, ils ont listé plusieurs leviers très concrets. Par exemple, entretenir ses liens sociaux, se ménager du temps de repos, pratiquer une activité physique, cultiver la gratitude, se fixer des objectifs atteignables et surtout, le plus important, c'est parler. Parce que le fait de verbaliser, que ce soit avec un collègue, un proche ou un professionnel, ben, ça agit déjà comme un facteur de régulation. Donc, en parallèle de ces facteurs individuels, il faut aussi prendre conscience de l'impact qu'ont les facteurs externes. On en parlait tout à l'heure de ces facteurs-là, mais un environnement trop bruyant ou des contraintes fortes, un manque de reconnaissance et même une précarité économique, hein, tout ça, ben, ça influence directement notre équilibre psychique. Alors pourquoi c'est important d'en prendre conscience? Ben, tout simplement parce que ça permet d'intégrer que tout ne dépend pas de soi. C'est reconnaître que la santé mentale, c'est pas qu'une question de volonté individuelle, comme beaucoup de gens le pensent encore, mais aussi de conditions de vie et de travail. Et c'est là qu'intervient la responsabilité collective. Donc dans le monde professionnel, cette conscience, elle va se traduire, comme on l'a dit, par une obligation de prévention inscrite dans le Code du travail. Et d'ailleurs, si vous voulez creuser le sujet davantage, je vous renvoie vers l'INRS, qui rappelle bien que la prévention de la santé mentale, ça repose sur la qualité du collectif, c'est-à-dire la coopération, le soutien entre pairs, la reconnaissance et la possibilité de s'exprimer sur son travail. Donc voilà, donc agir pour la santé mentale en milieu professionnel, c'est à deux niveaux. Individuellement, apprendre à se connaître, à nommer ce qu'on ressent, à demander de l'aide quand c'est nécessaire et collectivement, en construisant un environnement où la parole est possible, où le lien social va protéger et où la charge de travail reste soutenable et le travail porteur de sens. Donc voilà, pour résumer, c'est une co-responsabilité, chacun a son rôle à jouer, et puis le soutien du collectif permet aussi à chacun d'aller bien sur le long terme. Merci. Et toi, Christophe, donc tu interviens donc auprès d'entreprises, d'ailleurs auprès de ton entreprise, de manière spécifique aussi. Comment tu vois évoluer les mentalités? Est-ce que tu sens que ça se libère un peu côté parole? Alors, déjà, je reviens sur ce que dit Géraldine, je suis tout à fait d'accord, hein. On est quand même, l'humain est quand même une espèce grégaire, on a besoin des autres, hein. Donc l'isolement, et notamment l'isolement du télétravail à outrance, c'est un vrai risque, hein. Donc il y a effectivement beaucoup de changements là-dessus, on revient en arrière pour des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, alors, est-ce qu'il y a des progrès? Oui, bien sûr qu'il y a des progrès, on en parle. Euh, Après, est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Pas forcément, hein. Tu as parlé, Géraldine, des risques psychosociaux, des RPS. On parle de 3 niveaux de prévention, hein, la primaire, secondaire, tertiaire. Beaucoup d'entreprises, hein, font effectivement de la prévention secondaire, tertiaire. Alors, pour schématiser, je fais très très vite, hein, c'est mettre à disposition, par exemple, des lignes d'écoute. Euh, Ça peut être très bien, mais ça peut être aussi un signe de, bah, en fait, on est là pour réparer en fait les personnes qui sont malheureusement malades. On va faire de la sensibilisation et moi je m'inscris là-dedans, hein. Je suis un préventeur dans mon entreprise et puis dans d'autres entreprises. On va vous apprendre à faire du yoga et de la respiration. Encore une fois, je ne crache pas dessus et c'est très bien. Mais ce que ne font pas suffisamment les entreprises pour X raisons, et multiples raisons, c'est effectivement aller chercher les causes, hein. C'est le fameux audit. Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui ne vont pas bien? On a parlé effectivement de ce qui, voilà, on est presque là dans de la QVCT, hein. Qu'est-ce qui génère effectivement de la souffrance, de la charge de travail à outrance, des injonctions contradictoires, du manque de reconnaissance, etc., etc. Il y a des progrès qui se font dans les entreprises, je le sais, hein, pour en parler avec d'autres psychologues du travail qui sont spécialisés dans la prévention, mais c'est encore assez lent. La seule chose positive, c'est qu'on en parle. On parle aussi de plus en plus, effectivement, par exemple, de la dépression et d'autres troubles, hein, qui s'apparentent pour certains à la neurodiversité. Donc, c'est des sujets qui sont de plus en plus ouverts.
Après, voilà, moi, ce sur quoi je veux vraiment appuyer au niveau des collectifs, c'est remettez-vous un petit peu en question aussi, hein, allez voir ce qui ne va pas, et appuyez-vous justement sur les personnes qui veulent en parler. Je pense que c'est très important. C'est super compliqué de prendre la parole sur ces sujets-là, parce que d'une part, on risque d'être stigmatisé dans l'entreprise, mais quand on a la chance d'avoir des personnes qui veulent en parler, qui peuvent en parler, et qui veulent voilà, apporter leur grain de sel, eh ben, appuyez-vous là-dessus aussi pour changer ce qui ne va pas. Je pense que c'est un vrai message. Et côté entreprise, Géraldine, qu'est-ce que tu commences à voir se faire ou se profiler dans Eh les ben, actions? déjà, merci Christophe, parce que tu as un peu résumé ce que, effectivement, la première étape, j'ai envie de dire, c'est d'ouvrir le sujet, hein, tout simplement. Tant qu'on n'en parle pas, la santé mentale, ça reste clairement dans l'angle mort des organisations. Alors pourtant, c'est un sujet de performance, hein, au même titre que la sécurité et la qualité. Concrètement, ouvrir le sujet, ça veut dire créer des espaces où on peut parler du travail, de la charge, du sens, des difficultés rencontrées, et surtout sans crainte d'être jugé. C'est ça qui est important aussi. Et entre parenthèses d'ailleurs, hein, l'INRS, il rappelle bien que le travail en soi, il n'est pas pathogène, mais il peut le devenir quand le dialogue se ferme. Et donc, ouvrir le sujet, pour moi, c'est déjà faire de la prévention. Et pour le coup, aussi de la prévention primaire. Là, on va parler de former les managers à écouter, à repérer les signaux faibles, aussi à encourager la parole. Et puis, il y a un deuxième levier essentiel pour moi, c'est former et soutenir les équipes pendant les transformations. Parce qu'aujourd'hui, les organisations, elles vivent dans un contexte de changement permanent. Il y a des réorganisations, des transformations, beaucoup de pression temporelle et économique. Alors, attention, hein, cependant, parce que ces périodes de transformation, de mutation, elles ont un impact très variable selon les individus. Certains, ils vont y voir un défi stimulant, d'autres un facteur d'anxiété, voire de perte de repères. Donc, au final, ce qu'il faut, c'est anticiper cette diversité de réactions parmi les collaborateurs. Et donc, soutenir les équipes dans ces moments-là. Ça va passer par donner du sens au changement, associer les collaborateurs aux décisions aussi, et puis accompagner les managers qui souvent se retrouvent en première ligne sans toujours avoir les outils. Donc ça c'est vraiment une démarche de prévention primaire, c'est-à-dire qu'on agit avant que les difficultés ne s'installent. Et troisième et dernier point, pour moi, qui est important pour les entreprises qui veulent agir, c'est vraiment de considérer la santé mentale comme un capital stratégique de l'entreprise. Euh, c'est vrai que la santé des équipes, c'est une ressource de performance, hein, au final et d'adaptabilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissement dans la transformation digitale, écologique. Au final, ce qu'il faudrait, c'est remettre le capital santé de l'organisation sur le dessus de la pile, parce que c'est c'est ce capital-là qui va conditionner tout le reste. Donc voilà, donc en clair, si on veut continuer à se transformer demain, je pense qu'il faut que les équipes elles aient l'énergie, la confiance, la sécurité psychologique aussi pour le faire. Et c'est pour ça que pour moi, le message clé, c'est d'accélérer le rapprochement entre transformation et prévention primaire. Parce qu'au final, c'est très souvent deux mondes qui sont complètement séparés. Voilà, on gère la transfo d'un côté, on traite les effets sur la santé après coup. Alors que si on intègre ce facteur-là dès le début, on gagne sur tous les plans au final. Les transformations sont mieux comprises, elles sont mieux vécues et puis surtout plus efficaces. Donc voilà, pour résumer, en 3 points, pour agir concrètement en entreprise, c'est ouvrir la parole, former et soutenir les équipes et replacer la santé des collaborateurs comme un bien commun au cœur de l'entreprise. C'est d'une telle logique qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Euh, si on devait résumer chacun, puisqu'on arrive au terme de notre temps de parole, peut-être résumer en une phrase ce que c'est prendre soin de sa santé mentale, vous diriez quoi chacun? Moi, j'aurais tendance à dire, quand c'est possible, oser parler de sa propre vulnérabilité déjà, hein, et puis ce qui est encore plus important, oser demander de l'aide, hein, et puis se rappeler que être en burn-out, par exemple, hein, c'est pas une faiblesse, au contraire, hein. La personne qui est en burn-out, c'est une personne qui a été trop forte trop longtemps et qui n'a pas pu ou n'a pas su s'arrêter. Merci Christophe.
Et pour moi, alors oui, il y a la parole, c'est sûr. Et bon, pour dire autre chose, du coup, moi, ça serait d'apprendre à s'écouter soi, mais aussi à écouter ce qui se passe autour de soi. Donc, d'être conscience de ces facteurs-là, individuels et environnementaux. Merci à tous les deux. Alors, est-ce qu'on a des questions? Euh, Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat. dans la conversation, est-ce que vous avez des questions ou Non, des remarques, des réactions par rapport à ce qu'on vient d'aborder? Au terme de cette séquence, écoutez, on espère que ça aurait été intéressant pour vous de suivre ce moment de matinée. Nous, en tout cas, on était très heureux de pouvoir partager. On ne peut que vous inviter à aller sur le site de Psychom, aller sur le site de Christophe aussi, donc du Club des Burn-Outés et Bienveilleurs, qui réunit énormément de podcasts et de matières. Et je me permets d'ailleurs, quand on regarde effectivement aujourd'hui les participants, c'est pas une surprise, hein, on a peut-être 95 ou 96% de femmes. Mhm. On a Sylvain qui a levé la main. Alors, Sylvain, est-ce que vous avez Oui, je vais voir. une question? Je vais voir si je peux autoriser. Ouvrir, sinon, il Voilà. faudrait poser votre question. Ouais, c'est bon. J'ai autorisé le micro normalement. Ah, on a Christelle aussi. Non, Auristel. Ou Christelle, je ne sais pas. Ouais. Sylvain, vous pouvez activer votre micro Ouais, normalement. bonjour à toutes et à tous. Ça marche Oui, vous Ça Oui, marche, m'entendez? ça marche, Sylvain, ouais. Ouais, bonjour. Moi, je suis dirigeant d'une petite équipe d'une trentaine de personnes et je suis assez bien placé parce que moi, j'ai failli faire un burn-out moi-même et j'ai eu des cas de burn-out aussi dans mon équipe. C'est une situation compliqué parce qu'on est très contraint, on est la filiale française d'un groupe international, donc les décisions notamment de staffing, de nombre de personnes qu'on peut employer et affecter à chaque équipe sont centralisées de Berlin par des gens qui sont très loin et qui sont pas du tout au fait ni de nos process locaux, ni de nos contraintes. Donc on est très contraint et c'est compliqué. Mais pour avoir voilà, frôlé moi-même le burn-out et pour avoir eu des gens dans l'équipe, euh, je voulais insister sur le fait que c'est effectivement un équilibre. Euh, je trouve ça trop facile de dire que c'est trop que de la faute de l'employeur ou de l'entreprise, mais je trouve ça aussi trop facile de sous-entendre ou de dire que c'est que de la faute du salarié. C'est souvent une espèce de zone grise entre les deux où chacun aurait pu faire mieux. D'un côté, on aurait pu appeler à l'aide, de l'autre côté, on aurait dû entendre à l'aide ou percevoir des signaux faibles. Et en fait, ouais, c'est pas si simple que ça, ni à détecter, et encore moins à régler, entre guillemets. Mm. Mais ça mérite vraiment d'y faire attention, quoi. Et de faire la prévention. Mm. Effectivement, merci Cette Sylvain. co-responsabilité, ouais. Ouais. Merci Sylvain. On a Christelle ou Auristel, je ne sais pas. Oui, j'active. Voilà. C'est bon, le micro est autorisé. Et Auristel, je crois. On vous laisse prendre le micro. Je vous entends pas si jamais vous parlez. Ah, Ah voilà, Ça c'est y bon. est. Là, c'est ça bon. y est, merci. Parce que j'essayais depuis tout à l'heure, je ne comprenais pas. Oui, bonjour, merci. Alors moi, j'ai une question. Donc moi, je suis chargée de mission inclusion handicap pour un groupe. Donc autant les handicaps physiques, tous les handicaps ne font pas peur, on est très engagés, très actifs. Donc, Grande Cause nationale 2025, j'ai tenté d'aborder la santé mentale et bon, je sens qu'on est encore frileux sur cette thématique. Alors ma question, c'est que me conseilleriez-vous pour démarrer, voilà, démarrer auprès de mes collaborateurs une sensibilisation sur la santé mentale. Appelez-moi, Voilà. Rustel. Non, non, Voilà, appelez. j'ai noté, moi je m'en Ouais, suis ouais, ouais. Non, alors, déjà, je Ouais. connaissais pas votre prénom, je le trouve très, très, très joli. Voilà, Merci, oui, c'est Auristel, effectivement, merci. Oui. c'est très chouette. Non, non, mais appelez-moi parce que oui, ça peut faire peur. Ça fait peur cette thématique. Et moi, effectivement,
c'est évident, mais on peut aussi le faire de manière bienveillante. Hein. Ce qu'a dit aussi Sylvain, c'est super important. Hein. Il faut en parler. Il faut en parler des deux côtés. C'est effectivement, il y a du, entre guillemets, alors le mot co-responsabilité il est peut-être fort, mais effectivement, même la loi dit que les entreprises ont effectivement une obligation de prendre soin de la santé physique et mentale, mais les employés aussi hein, ont une obligation de prendre soin de leur santé physique et mentale aussi. Donc on peut l'aborder sans non plus que ce soit anxiogène, sans non plus que ce soit accusateur. Moi, je sais que quand je sensibilise, que ce soit dans ma boîte, à l'extérieur, etc., on ne critique pas les entreprises parce qu'on sait aussi qu'il y a des enjeux derrière. On donne des pistes. On donne des pistes. Et puis, je peux vous garantir qu'à partir du moment où les personnes entendent nos témoignages, par exemple, avec Marc, qui est le cofondateur de l'association, ça marche. Ça marche. Et quand je dis ça marche, c'est que s'il y a une personne qui, après ces sensibilisations-là, par exemple, va en parler autour de lui ou va prendre son téléphone et appeler son médecin, on a gagné. Et vous avez gagné, en l'occurrence. Ok, d'accord. Oui, parce que je me rends compte qu'on est frileux parce qu'aussi les gens ne savent pas de quoi il s'agit en réalité. Hein. Chacun a sa propre idée de la santé mentale. Donc forcément, ça fait très peur, d'autant plus que la définition, en fait, elle est mal connue. Donc déjà, commencer par ça, c'est vrai, je vois bien. Et c'est pour ça que nous, on commence toujours d'ailleurs parce qu'on parle de santé mentale et burn-out, encore une fois, c'est qu'une composante. Et on commence de toute façon par expliquer ce que c'est que le burn-out. D'accord. On commence par là. Et nous, Christelle, peut-être pour poursuivre dans cette continuité-là, nous aussi, on a l'habitude d'intervenir sur le sujet de la prévention, de reprendre le sujet de prévention. Vous avez entendu que vous étiez mission handicap. Nous, on est plutôt à prendre le sujet prévention et handicap. C'est-à-dire que quand on travaille avec une mission handicap, on leur demande aussi de se rapprocher des acteurs de prévention pour savoir déjà comment ils travaillent sur ces sujets de sensibilisation au RPS, parce qu'il y a un lien qui est assez proche. Mais comme c'est évoqué d'un point de vue juridique et réglementaire dans l'entreprise, on oublie finalement le concept même de santé. En fait, quelque part, on est déjà sur la responsabilité de l'employeur et donc on vient sur une norme et on ne revient pas à, finalement, ça touche quoi? Ça touche la santé et la globalité de la santé. Donc, il y a plusieurs manières de parler du sujet pour dédramatiser. Et d'ailleurs, ça aide dans les politiques handicap, parce que quand on parle de troubles psychiques, il y a beaucoup de craintes dans les organisations quand on rentre directement par, je dirais, la maladie mentale. On va dire qu'il y a un centre de freins et de craintes, alors que si vous parlez santé mentale et que vous arrivez à l'expliquer simplement, ça donne une sorte d'ouverture, y compris pour les personnes qui souffrent de troubles je dirais plus présents. Donc, Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, dans mon entreprise, par exemple, on est une société américaine, on a des communautés. Moi, je suis le co-lead de la communauté handicap, santé mentale et maladie chronique. Pour nous, c'est un tout. D'accord. Merci. n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez besoin, de toute façon, on vous enverra le support avec nos coordonnées. Ok, parfait, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous vous proposons de clôturer cette séquence d'échange. Merci à tous. Merci Christophe mille fois d'avoir été présent. Merci à Gwenaëlle qui nous entend peut-être, mais qui nous a mis en relation, avec qui nous avons monté des actions durant les semaines d'information de la santé mentale, qui est notre partenaire DCA Handicap, voilà, et qui fait aussi des actions à destination du sujet. Eh bien, au plaisir, très bonne journée à tous. Prenez soin de vous et de votre santé mentale.